Dear Valid people. Alors, bonsoir à toutes et tous et merci d'être là ce soir pour cette nouvelle conférence de Dear Valid People. Waouh. Par levée de main, qui ne connaissait pas cette association, enfin ce nom avant de venir? Ok, donc la majorité. Trop bien. Pourquoi êtes-vous là? Comment êtes-vous là? Comment avez-vous connu déjà peut-être? Ok, par des connaissances. Ouais, l'agenda de la Gazette Café. Et là, les amis de l'invité. Ouais, trop bien. C'est pour savoir parce que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des nouvelles têtes et de se dire qu'on touche du coup un public un peu plus large à chaque fois. Donc pour nous présenter brièvement, Dear Valid People, il n'y a pas le nom inscrit, mais Dear Valid People, c'est une association qui a été créée en septembre 2023, donc avec Damien Farjou, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est souvent là. Damien, il a créé le podcast initialement du même nom en 2019 sur une radio locale à Montpellier. Il faisait une émission hebdomadaire de 30 minutes avec des invités en situation de handicap ou pas, en tout cas pour parler de handicap et pour donner la parole à des personnes concernées. Donc il y a eu plein de sujets qui ont été traités, le handicap et un autre sujet en général d'actualité. Et ensuite, on a agrandi le format, on va dire. Ça a pris une autre tournure. C'était des sessions de radio plus longues. Et ensuite, c'est devenu des conférences, donc ici à la Gazette Café, depuis 2 ans, je crois à peu près. Une fois par mois, pendant 1h30. Donc pareil, le schéma reste le même, un duo, des fois trio d'invités et une thématique donnée. Donc aujourd'hui, c'est celle de la parentalité et du handicap, avec un duo de pères. Et je le précise parce que on a déjà traité de cette thématique avec un duo de mères. Toutes nos conférences, elles sont enregistrées. C'est pour ça qu'on parle dans un micro. Et vous pourrez avoir des questions et elles seront les bienvenues. Et donc vous pourrez les poser avec le micro qui sera circulé par cette personne-là. Et si jamais vous ne souhaitez pas poser de questions, vous n'osez pas, j'espère que vous allez le faire, mais si jamais, il y a un QR code là qui est disponible, vous pouvez scanner, écrire la question sur le téléphone, etc. Pierre se chargera de dire la question à haute voix. Ça, c'est pour les infos techniques. Nous, ensuite, on est disponible en podcast, sur YouTube, sur les sessions de les plateformes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler du handicap sous une autre forme et de vraiment détabouiser tous les sujets qui y sont associés et d'en parler là comme on le fait en public. Et il y a aussi, je pense, un peu l'idée de politiser cette question et d'amener vraiment des réflexions autour, notamment on a eu une thématique autour de la scolarité, là c'était vraiment, il y avait quelque chose autour aussi des luttes par rapport au féminisme, par rapport aux questions de genre et d'identité, tout ça c'est assez lié, mais je vous invite du coup à écouter le podcast. Alors aujourd'hui, donc, on va parler parentalité handicap, donc avec mes invités. Alors André Allard, bonsoir déjà. Bonsoir. Et Jean-Michel Fournier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que donc vous allez vous présenter à tour de rôle, de manière assez globale, et puis ensuite on précisera un peu le pourquoi du comment vous êtes là. André, déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, mais ceux qui écouteront le podcast sauront que tu es déjà passé dans l'émission. C'est toujours un exercice difficile, se présenter. Désolée. Or, basique, je viens de faire 53 ans. Il paraît que j'ai des cheveux gris maintenant. Je les vois pas, ça m'arrange. Je suis papa de 2 enfants, Adrien et Flora.
Et je crois que c'est un des grands motifs de ma présence ici. Jean-Michel. Donc Jean-Michel, moi j'ai 63 ans, donc 10 de plus qu'André. Et je suis papa de deux filles, une de 27 ans et l'autre de 36. J'habite à Carnon et je viens de prendre ma retraite. Voilà, en quelques mots. Alors, est-ce que l'idée d'avoir un duo mixte, c'est souvent ce qui se fait dans nos conférences, mais là en plus par rapport à la parentalité c'était assez intéressant. Donc mixte, j'entends une personne qui est valide et qui parle de handicap en tant que personne proche de personnes handicapées et une personne directement handicapée. C'est intéressant parce que souvent les témoignages, en tout cas les expériences se relient. Et c'est ce qu'on a un petit peu constaté lors de la préparation de cette émission, de cette conférence. Donc peut-être est-ce que tu peux, André, déjà pour commencer, un peu nous dresser le portrait, alors pas de tes enfants, mais en tout cas de ta situation familiale et comment le handicap en tant que papa était présent ou pas. Bon, déjà peut-être nous expliquer un peu le contexte familial. Alors, donc, avant d'avoir les enfants, bien sûr, on rencontre une personne. Donc moi, la maman d'Adrien et Flora, on s'était connus au lycée. Donc on avait 17 ans. Et je suis venu à Montpellier faire mes études, je l'ai suivi. Et quelques années plus tard, on décide d'avoir notre premier enfant, donc Adrien, qui aujourd'hui va faire 21 ans. Et encore quelques années plus tard, on aura Flora. Et puis, comme ça arrive souvent, une histoire familiale, ce n'est pas un long fleuve tranquille, est arrivé un temps où on s'est séparés, on a divorcé. C'est arrivé en 2017. Et évidemment, les enfants, j'en ai encore parlé hier avec Adrien, vivent quand même ce moment de rupture. C'est une rupture, un divorce. Et avec Maguelone, on a eu cette chance, c'est qu'on se connaissait depuis très longtemps, donc on a mis en place des moyens pour vivre bien cette rupture. Et 7 ans après, eh bien, ça a très bien marché parce que les enfants en ont bénéficié de cette entente cordiale, j'allais dire. Et je sais, Maguelone, maintenant c'est devenu une amie et elle m'aide à corriger mes manuscrits. Donc on dirait qu'aujourd'hui on a un projet familial, même si on n'est plus ensemble. C'est important parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on peut créer un projet familial au-delà de la vie du couple et qu'un couple ne s'arrête pas à l'histoire d'amour, mais il continue, quand vous avez des enfants, avec les enfants. Et je suis assez fier de penser qu'on a réussi ce pari-là. Voilà. Jean-Michel, est-ce que toi, tu te retrouves plus ou moins dans cette expérience-là, dans ce témoignage-là ? Alors c'est toujours un peu difficile de se lancer dans une rétrospective parce que ça anime un petit peu les sentiments et l'émotion, mais il y a quelques similitudes en tout cas, puisque effectivement, pour ma fille cadette Juliette, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, elle est en situation de handicap. Elle est née en 1996. Nous avions une famille, donc nous étions 4 avec ma fille aînée, qui vivait en harmonie, et puis nous nous sommes séparés au fil du temps, c'était en 2007. Et là je retrouve une similitude dans ce que dit André, c'est qu'on n'a pas eu de combat, on tenait absolument à garder une harmonie familiale, parce que nous étions dans une certaine forme de combat pour faire en sorte que le développement de nos filles, et je ne dis pas seulement de Juliette, mais de nos filles, se passe bien. Donc cette harmonie, chacun y a mis du sien. On n'avait pas le luxe de se payer une dispute, un divorce, des conflits. Et je crois que
Et aujourd'hui, cette harmonie est maintenue et j'en suis le plus heureux, et je ne suis pas le seul à mon sens. Donc c'est important de constater déjà cette similitude. Est-ce que on peut donc parler du handicap? Alors peut-être Jean-Michel, je vais te redonner la parole pour commencer. Comment le diagnostic du handicap s'est fait? Quelle a été l'annonce? Et comment est-ce qu'au sein du couple, mais aussi de la famille, du coup, ça a été amené? Alors ça a été très compliqué parce que avec quand on part au tout début, du jour 0, il y a eu un risque sur le pronostic vital de Catherine, donc, qui était ma femme, et la maman de Juliette. Juliette est née dans des conditions très difficiles. Mais au début, on ne perçoit pas tout ça parce qu'un accouchement, aujourd'hui, c'est un peu comme une appendicite. On imagine que c'est trivial, que ça se fait de manière très normale. Dans certains cas, non, malheureusement. Donc, on ne réalise pas bien ce qui se passe. Voilà, on subit les secousses, on ne mesure pas les conséquences et l'impact que ça peut avoir. Simplement, à l'annonce de difficultés qu'aurait le nouveau-né, on nous parle de maladresse. Donc, maladresse, on a du mal à imaginer ce que ça peut représenter. Moi, il m'arrive d'être maladroit quand je bricole. Voilà. Sauf qu'au fil du temps, et là il faut des mois, voire des années pour que ça commence à se sentir réellement. Au bout de 3 mois, les pédopsychiatres nous expliquaient qu'il y aurait certainement un handicap. Donc là c'est un peu la sidération. La sidération, on ne sait pas vers quoi on va, c'est complexe. Les idées noires partent dans tous les sens. Et au fur et à mesure du temps, si on pousse jusqu'à la première année, effectivement, c'est très 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 difficile. Catherine a tenu dans ses bras quasiment les 2 tiers du temps dans une journée, Juliette pendant 18 mois. Donc vous imaginez un petit peu l'investissement que ça demande. Voilà. Donc au début c'est une sidération, et puis on n'a pas d'autre choix que de faire face et d'essayer de tenir la famille à flot. Tu parlais, quand on préparait l'émission, d'un rapport à une espèce d'épreuve qui arrive, comme aussi une forme... Enfin, est-ce qu'il y avait un vécu d'injustice à ce moment-là? Oui, parce qu'on se dit, mais pourquoi, je sais pas, pourquoi moi, quoi? Il y a peut-être 1 sur 10 000, pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi elle? Surtout. Et ouais, il y a une forme d'injustice qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Alors, je ne suis pas particulièrement croyant. Alors, on essaie de se dire, bon, c'est peut-être parce qu'on a la capacité à faire face, mais c'est un peu la méthode Coué, quoi. Mais au début, c'est un abattement général. Pour une maman, c'est extrêmement difficile. Pour la fratrie aussi. Ça, c'est complexe à gérer. Et heureusement, nous, on avait une grande chance, c'est d'avoir une famille unie, une famille étendue et très active, qui s'est mobilisée fortement auprès de Juliette et qui l'a énormément stimulée. Là, je parle de la famille et par extension des amis, parce que ça s'est passé aussi comme ça. Donc, ce support-là, cette aide a été déterminante, parce que j'étais à une époque de ma vie professionnelle, on pouvait me proposer des postes en région parisienne et je ne pouvais pas accepter ce genre de choses. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais je ne pouvais pas. Il fallait que je puisse maintenir un équilibre familial local avec les aides dont on disposait. On va y revenir sur les aides dont on dispose. Toi, André, alors forcément l'approche est un peu différente. On va peut-être pas revenir trop spécifiquement sur toi, ton parcours et ton rapport au handicap. Je vous invite à écouter les super épisodes dans lesquels tu es intervenu. Mais en tout cas, est-ce que, sur une question peut-être un peu plus globale, mais est-ce que le fait d'avoir eu des enfants, ça t'a reconfronté à ton handicap et est-ce que le rapport à ça a changé? Peut-être dans cette idée-là.
Alors, je réfléchis bien, hein, parce que la question est complexe. Pardon. La confrontation à l'handicap, j'allais te faire une boutade, mais elle est permanente. Ça ne s'est jamais arrêté. Enfin, moi, j'aurais aimé que ça s'arrête, mais c'est que le problème, c'est que, alors, par rapport aux enfants, on va préciser, tu es confronté très tôt. Parce que moi, par rapport à Jean-Michel, je suis de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire, je suis un papa, mais alors, je sais très tôt que j'ai une maladie rare, laquelle je ne sais pas. Et l'angoisse que tu as, c'est que si tu fais un enfant, tu te dis tu vas lui transmettre ta maladie. Et il faut savoir que moi, j'ai un diagnostic de ma maladie récent. Je sais ce que j'ai depuis 1 an et demi. J'ai vécu donc toutes ces années avec l'ignorance. Je sais que maintenant j'ai une maladie rare. Donc, c'est un vrai risque que j'ai pris, puisque quand à 20 ans, je vais voir un professeur à Angers, je lui pose la question, il me dit tu es le seul à pouvoir prendre la décision parce que personne ne pourra la prendre. C'est impossible. Donc, si tu veux, tu sais que tu prends une décision, tu vas aller voir quand même des professionnels, des généticiens, mais ça n'enlève pas la notion du risque, tu ne sais pas. Et déjà, tu as le poids au niveau personnel de ce que tu vas transmettre. Deuxièmement, va se rajouter quand même le regard social. Parce que nous on était un couple quand même de tous les deux avec un handicap visuel. Que tu annonces, et pour la maman aussi, que tu annonces que tu vas avoir un enfant, on va dire que ça génère pas mal de réactions tout autour. C'est comme tout le temps dans la vie, des réactions multiples et variées, j'allais dire. Autant des gens peuvent être contents, mais autant des gens, ça va réveiller des angoisses. Ouais, et puis là, je te coupe 2 secondes, mais dans le corps médical, enfin, on a eu beaucoup de témoignages. Enfin, les fois où on avait fait des conférences avec des mamans, enfin des mères en situation de handicap qui avaient le souhait d'avoir des enfants, de les garder, de les élever, etc. C'était assez saisissant, quoi, les réactions du corps médical. C'était en plus, en fonction du degré de handicap, si on peut dire ça comme ça, de la maman, c'était vraiment une espèce de culpabilité. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le garder ? Est-ce que, à un moment donné, on a aussi présenté le truc à une mère de lui dire bon bah vous êtes enceinte, mais pour avorter, c'est comme ça que ça se passe, sans même poser la question de est-ce qu'elle veut le garder en fait au final. Il y a vraiment une espèce de, tu vois, on responsabilise la mère en se disant que justement elle ne peut pas être responsable du fait du handicap. C'est ça, c'est que quand je dis que ça s'arrête jamais, t'aimerais que ce regard sur le handicap il s'arrête. Dans l'histoire, on doit toujours le gérer, ce regard-là. Et tu parles du corps médical, mais il y a aussi la famille. Moi, je sais que dans ma propre famille, c'était pas moi qui devais avoir un enfant, c'était mes autres frères. Parce que moi, j'étais porteur d'un handicap. Et quand je sais qu'on l'annonce, je sais que ça fait des soubresauts. Après, il y a ce que les gens osent dire et ne disent pas non plus. Bon, après, il y a l'audace que tu as, toi. Nous, en tant que couple, on a dit c'était important pour nous, donc on a franchi le pas. Mais on savait qu'on allait être seul quand même face à ça. On en était conscient. Et dans la réalité, on s'est retrouvés quand même seuls. Et moi, je ne regrette pas. C'est pour me dire, est-ce qu'André... je ne regrette pas d'avoir pris ce pari, d'avoir osé. Parce que je dirais rapidement, quand je vois les retours aujourd'hui que j'ai de mes enfants, je me dis que j'ai bien fait de ne pas avoir peur. Pour moi, souvent, quand on est dans la peur, et j'avais déjà dit par rapport au handicap, c'est problématique parce que la peur, la peur, elle est bien quand elle se cadre avec la réalité. Si elle devient angoisse, elle est mauvaise conseillère. Et là, je pense qu'on n'a pas écouté la mauvaise conseillère. Mais c'est vrai que c'est très dur quand même, psychologiquement. Il faut assumer cette part de risque. Est-ce que, Jean-Michel, dans l'idée de la peur, la notion de peur, est-ce qu'il y en avait ? La peur de l'avenir peut-être, mais André évoquait une notion de culpabilité aussi. Et je me souviens que la maman de Juliette avait une culpabilité forte. Elle se posait une foule de questions.
pourquoi, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et en fait, bon, il a été défini qu'il n'y avait absolument rien dans sa grossesse qui laissait présager ceci. Mais longtemps, ça l'a hanté, ce qu'on peut comprendre. Des peurs, non, la peur de l'avenir, la peur des difficultés existentielles, matérielles, voilà, c'était... mais je pense que la famille était plus hantée par la culpabilité, qui se levait au fur et à mesure du temps. Hein. Ça n'a pas été, c'est pas resté... ça a resté quelques temps, mais ça a été ôté ensuite. Et il y a d'autres aspects aussi, hein, côté, évidemment... de Juliette, elle avait une forme de culpabilité en se disant, sans doute, je fais peut-être de la peine à mes parents. Ou comment, vous voyez, enfin, c'était assez complexe. Mais bon, tout ça, je crois, est réglé depuis longtemps. Mais voilà, c'est des sujets qu'il ne faut pas escamoter parce que ça touche au mental de chacun. Ne pas faire trop de peine aux parents, ça, on en avait parlé dans la préparation de cette conférence. Et c'est un peu ce qui revenait assez régulièrement. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner une ou deux histoires un peu plus... précise. Enfin, André, je sais que il y a aussi eu ça avec tes enfants. Est-ce que tu peux un petit peu expliciter ça, cette idée-là ? Je commencerai par le mot pudeur pour les enfants. C'est très important que ça soit du côté de Flora ou d'Adrien. Souvent, leur silence et leur pudeur en disaient très très long. Et j'ai appris à décoder leur silence et leur pudeur. Et j'ai commencé à mettre des mots avec eux progressivement. Et oui, j'ai eu des situations où je me souviens, si j'ai une scène, je me souviens qu'on est au Sable d'Olonne et je suis qu'avec Flora. Et elle me fait tourner en bourrique dans le zoo, donc je craque un peu. Et quand on sort du zoo, elle marche devant moi. Et je suis épaté parce que je me dis, waouh, elle a du caractère parce qu'elle te plante et elle n'a pas peur. Et je reviens vers elle, je fais comme, je reviens, on dit à Canossa, vous savez, je reviens un peu m'excuser parce que je dis, bon, André, t'es allé trop loin. Et là, je crois que tous les deux, je crois qu'on se regarde et je crois qu'on se met à pleurer. Et moi, je lui dis pardon, et elle me dit pardon, papa, je t'aime. C'est-à-dire que c'est ça la relation, c'est ce jeu entre... il joue avec la limite de l'handicap, c'était ça qui est un lien. Mais en même temps, ce qui était beau, c'est que ça ne les a pas empêchés de s'affirmer face à ça, quoi. Et je dis leur pudeur parce que souvent, ils ne m'ont pas dit les choses. Pour me préserver, moi. Pas eux. Parce que eux, souvent, par exemple, ils me l'ont dit tous les deux. Parce que suite à l'autre, je les ai un peu questionnés. Souvent, ils ont vu le regard des gens sur moi. Parce que moi, je ne peux pas passer inaperçu avec une canne blanche. C'est pas possible. Mais pendant longtemps, ils ne me l'ont pas dit. Ils m'ont préservé parce qu'ils ne voulaient pas que je souffre. Et on n'imagine jamais que l'enfant, il a ce rôle aussi. On ne le fait pas exprès, mais il veut protéger son parent parce qu'il estime que, comme tous les enfants, ils aiment leurs parents et on n'a pas envie que son papa ou sa maman souffre. Donc, je sais que souvent leur pudeur moi, m'a dit beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que si tu avais su qu'il y avait ces regards, il y aurait eu cette souffrance ? Ça dont il était question ou pas tant, c'était plus... Attends, j'ai pas compris la question aussi. Est-ce que là, le fait que les gens regardent, posent un regard particulier sur le handicap, qu'est-ce qu'ils ressentaient en fait tes enfants ? Ça voulait dire quoi ? Alors ça, j'ai des réponses très claires parce que je leur ai demandé. Mais ils sont comme tous les enfants, quand ils sont avec leurs parents, ils ont envie de passer incognito, quoi. C'est-à-dire que tout le monde ne se retourne pas sur eux. Et eux, ce qui leur pesait, c'est que
si on allait faire les courses, il y avait ce regard constant. Et ils n'ont pas envie de ça, les enfants, quoi. En quelque part, c'est une attraction non désirée. C'est-à-dire que moi, je ne m'en rendais pas compte parce que je marchais avec eux. Puis je ne captais pas ce regard, moi, ce n'était pas possible. Et je l'ai compris, ce regard, quand j'ai eu des retours. Et quand les enfants m'ont fait du retour sur ce regard-là. Mais oui, parfois ça les a gênés, c'est évident. Si vous voyez des gens qui insistent en plus, qui insistent et qui regardent et qui ne tournent pas, ça devient très très lourd pour eux. Et ça, on ne peut pas en faire abstraction, on ne peut pas l'escamoter, c'est la réalité. Il y aurait plein d'exemples à donner. Ouais. Jean-Michel, dans ce rapport à la pudeur, mais là en l'occurrence aussi à la représentation, au regard de l'autre, comment ça se déroulait dans le cadre familial, hein, donc que ce soit avec Juliette, mais aussi même avec ton ex-femme, avec la sœur aussi de Juliette. Alors, dans le cadre familial, je parle comme je le sens, je risque de me faire gronder par ma fille Juliette, qui est très, très portée sur les détails et très attentive, très percutante même. Il n'y avait pas de remarques particulières à son égard, on la connaissait depuis sa naissance, son handicap, la famille était proche d'elle, elle faisait attention, extrêmement attention même. À l'extérieur, c'était plus complexe parce que les gens lui parlaient, elle a des difficultés d'élocution, elle lui parlait comme si elle avait un retard mental, ce qui n'est pas du tout le cas, et elle s'en amusait, elle s'en amuse encore d'ailleurs. Parce que elle prend ça avec beaucoup de dérision, et heureusement d'ailleurs, parce que les regards sont pas toujours très très bienveillants. Mais donc ça c'est sur le côté pudeur. Voilà, je sais pas ce que. Et toi, par rapport, en tant que papa, est-ce que dans la représentation du handicap ou quoi, et quand t'étais tu te promenais ou quoi, est-ce qu'il y a eu des moments de forme d'agressivité envers Alors oui, pas en ce qui me concerne moi en tant que papa, parce que j'aurais pas supporté, mais je sais que la maman de Juliette l'a amenée une fois à un concert, elles avaient pris des places PMR et une personne valide était assise là, elle lui a demandé de s'en aller, et puis il y a une réflexion mais odieuse de la dame disant mais vous profitez du handicap pour pouvoir avoir une place privilégiée. Enfin, ça paraît de la science-fiction ce que je raconte là, mais ça avait fortement heurté Catherine. La maman de Juliette, c'était totalement odieux, mais ça, malheureusement, ça existe encore, même si c'est très très peu répandu, et heureusement. Non, j'ai l'exacte même expérience vécue. Ma mère aussi, ou ma grand-mère peut-être. On se gare sur une place handicapée, pareil. Il y a quelqu'un qui vient nous faire une remarque comme quoi on n'a pas été garé là et j'étais pas encore sortie de la voiture. Enfin voilà, c'est vraiment c'est le même exemple, mais pas une salle de concert, une place handicapée. Donc je comprends tout à fait. Et à l'époque, il y avait eu une forme d'agressivité de la part de ma grand-mère, ma mère à d'autres moments aussi. Et je comprends, ça attaque, quoi. Il n'y a pas de raison, quoi. On vient là, on vit comme tout le monde et il y a ça, donc j'entends. Je voudrais juste qu'on revienne un tout petit peu en arrière quand les enfants sont encore bébés, avant de passer peut-être en revue les différents stades de l'enfance, de l'adolescence. Peut-être juste s'il y a des questions, je laisse... le micro n'est pas loin, si jamais vous en avez. Donc quand on sort de la maternité ou autre, comment ça se passe quand on arrive chez soi et que là on est face à soi-même et à son enfant. Alors là, qui plus est, là en l'occurrence un enfant où on a diagnostiqué un handicap. Toi André, avec ton ex-compagne, vous avez vous-même un handicap. Comment est-ce que on se retrouve chez soi et on se dit ok, là maintenant
On compose avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait faire, mais en fait on ne sait pas vraiment. Donc on apprend. Comment est-ce qu'on trouve aussi des formes d'adaptation sur même des gestes assez quotidiens, assez pragmatiques par rapport à l'enfant, quoi, au bébé. André, peut-être si tu veux en... Ah oui, ça me fait sourire parce que j'ai des souvenirs qui remontent. J'allais dire, première chose, on est des parents comme tout le monde. On va se retrouver avec le bébé à la maison et avec plein de questions. Et après, là où nous, on avait la problématique particulière, j'ai l'exemple de la table à langer, par exemple. Je me souviens bien de cette table à langer, elle était assez haute et un bébé, ça bouge. Je me rappelle avoir de grandes angoisses que le bébé tombe. Donc, mettre tout à portée de la table à langer, les couches, la poudre, tout, quoi. Et mettre toujours une main sur le bébé. Après, on a des techniques. C'est pareil quand on le baignait. Je sais qu'on avait acheté un petit siège. Et pareil, on met toujours une main, pas très loin de l'enfant. Et nous, quand on ne voit pas, évidemment, par exemple, si le bébé avait quelque chose, le toucher la peau, c'est très important, le contact. On a un rapport très charnel. On n'y voit pas, il faut bien qu'on capte l'enfant. Hein. Donc, c'est beaucoup d'angoisse aussi, parce qu'il y a tout ce qui va nous échapper. Ça, il faut l'accepter aussi. C'est très, très dur, ça. Accepter que quelque chose vous échappe. Alors, j'ai un exemple précis pour ça. Je me souviens, je crois qu'Adrien, il a 4-5 ans, on joue à 4 pattes, je le poursuis. Il se relève, il prend une poignée de porte qui était très saillante dans l'arcade. Il se met à saigner. Moi, je ne vois pas. Je suis sur la douche, mais je ne réalise pas, du coup. Ça m'arrive, elle voit un peu plus que moi, elle voit vraiment le sang. Alors, évidemment, ça le met dans tous ses états. On a dû appeler un voisin et on a fini à l'hôpital. Et ça, c'est très angoissant parce que là, on doit gérer vraiment ce qu'on ne maîtrise pas. Et moi, je sais que je m'en voulais dans l'instant. Je me dis, mais bon sang, André, tu vois pas que... Et ça, c'est très, très dur à gérer parce qu'il faut accepter de ne pas être tout puissant et accepter d'aller chercher de l'aide dans ces cas-là. Voilà, là, il faut surtout se faire aider, pas hésiter. Donc, c'est tout bébé. Mais après, il y a des choses très agréables. Moi, j'adorais les biberons parce qu'on avait trouvé des techniques pour... moi, j'adorais préparer les biberons. Je prenais le bébé avec moi et je m'endormais presque avec lui. Ça, par contre, c'était très, très agréable. C'est pas que des choses négatives, c'est beaucoup de choses agréables aussi. Hein. Donc, il y a vraiment ce jeu qu'on avait. Moi, j'ai beaucoup joué avec eux et bon, parfois, ça s'est fini par l'incident, on va dire, mais la plupart du temps, il n'y avait pas de problème. Et mais non, il y a des moments très agréables et on trouve plein de techniques dans la réalité. Et même pour les changer, au départ, on tâtonne un peu, mais après, avec les couches, on arrive à trouver le positionnement pour les scotcher. Et ça se fait après assez facilement. Hein. Voilà. Je pense que c'est peut-être au départ un peu d'angoisse, mais après, je pense que j'ai fait tellement de choses avec eux, moi, je trouve, tout petit, que je ne vois pas ça comme un problème. Au départ, peut-être l'angoisse au départ, mais très très vite, on va trouver des solutions. Ouais. Ça, faut le dire aux parents. Très très vite, ils vont trouver des solutions. Ils vont s'adapter. Une capacité d'adaptation très forte, quoi. Ouais. Jean-Michel, par rapport à tout ça? Oui, alors on a parlé d'adaptation technique ou personnelle. Au tout début, déjà il y a la cadence infernale des rendez-vous médicaux divers et variés, et ça c'est pas tous les jours mais quasiment. Donc la maman s'occupe de Juliette tous les jours. Il y a des rendez-vous kiné, pédopsychiatre, c'est non-stop. Et donc ça, c'est les contraintes médicales et paramédicales. Et puis après, il faut avoir des bons copains parce que la maison, il faut l'adapter. Et là, il faut être copain avec Je retrouve tout. Moi, j'avais de la chance, j'en avais un dans mon quartier et qui m'a aidé à refaire la salle de bain avec les moyens du bord, à adapter un petit peu le logement, à faire une pente pour pouvoir rentrer à la maison, parce que c'est complexe là aussi, même si on gagne sa vie,
la maman a été obligée de s'arrêter de travailler, et moi je travaillais tout seul, et puis ça change un peu la vie quand même. Et il faut acheter une nouvelle voiture parce qu'il faut une grande voiture, il faut agrandir la chambre, il faut agrandir la salle de bain, il faut la faire adapter. Là je parle de choses très matérielles, hein, excusez-moi d'être un peu rationnel et pragmatique, mais ça compte aussi. Et puis on essaie de demander des aides. Alors il y en a une quand même qui m'a bien percuté. Moi c'était... j'avais demandé un prêt spécial handicap au conseil départemental de l'Hérault et qui me dit ok, on prête 100 000 francs. Ah super, bon, un taux d'intérêt assez bas, tant mieux, mais il faut une caution. Alors je travaillais, j'étais salarié, cadre dans une grande entreprise, je gagnais bien ma vie. Ça suffit pas. Alors il fallait la caution d'une personne de moins de 40 ans gagnant plus de 2 fois le SMIC. Imaginez, c'est une aide sociale dont on parle là. Donc, j'espère que ça a changé aujourd'hui, hein, parce que c'était vraiment... je dénonce un peu ce genre de cas, parce qu'on fait beaucoup de publicité autour de ça, mais finalement, qui peut en profiter ? Donc il m'a fallu demander à quelqu'un de ma famille qui était dans ce cas-là de se porter caution. Voilà. Donc, les problèmes humains, les rendez-vous médicaux à répétition... les bricolages qu'il faut adapter, les dossiers qu'il faut savoir composer, parce que là je parle d'un dossier, mais il y en a eu des tas aussi pour aider à adapter le logement. Et voilà, donc ça a été la complexité des premières années, puisqu'on en est aux premières années. Et quand on arrive à du coup sortir de cette complexité-là, une fois que le logement est plus ou moins adapté, une fois que la base en fait devient solide, on va dire. Comment on compose avec ça, comment on se constitue. Ensuite, j'ai tendance à dire que c'est comme la tempête en mer. La mer, ça déchaîne moins, ça devient plus calme et on navigue sur des flots moins tumultueux et on s'adapte. Et puis, il n'y a pas... voilà, si on passe ensuite, là je parlais du premier âge, jusqu'à on va dire les premières années. Ensuite, il y a eu une révélation dans le cas de Juliette, c'est que ce qu'on n'attendait pas du tout, on voyait régulièrement un pédopsychiatre à Montpellier qui faisait pleurer Catherine à chaque fois qu'on le voyait, parce qu'il avait toujours des annonces terribles sur le futur. Et un jour, j'expliquais à Cathy que, ma foi, un jour, il nous dirait quelque chose de bon. Il fallait quand même l'écouter. Et effectivement, ça n'a pas loupé, ça a mis du temps à arriver, mais un jour, il nous a dit, écoutez, cette petite, elle est très éveillée, il faut la mettre à l'école. Sincèrement, je donnais peu de chance à la réussite, à l'intégration scolaire. Et sa mère aussi était très inquiète, on n'imaginait pas du tout pouvoir la mettre à l'école. Et donc, on a accepté le challenge. Et c'était en 2001. Donc la loi de 2005 n'était pas encore votée. La prise en charge par l'État, le rectorat n'était pas encore acquise. Et ça n'a été que la volonté d'une élue qui est ici présente d'ailleurs, Laurence Gély, qui était adjointe à l'inclusion et au handicap à la mairie, et au maire de Moguio-Carnon, qui ont dit cette petite, on ne va pas la laisser dehors, on va la mettre à l'école, même si aujourd'hui tout ce qui est administratif et financier n'est pas réglé. Donc elle est rentrée à l'école comme ça, et je les remercie de ce coup de pouce parce que c'est pas rien, et ça a été déterminant pour le développement cognitif, mental de Juliette, même si elle était déjà très éveillée par l'entourage familial. Et elle a entamé sa scolarité avec beaucoup de joie, parce que c'était très particulier. Je peux citer des anecdotes. Elle était en grande section de maternelle au tout début, si je ne dis pas de bêtises. Elle me condamnera si je me trompe, mais tant pis. Et donc des gens sont venus là pour expliquer qu'il fallait l'aider, qu'elle avait eu un problème à la naissance, qu'elle n'avait pas respiré. Et puis, est-ce que vous avez des questions ? Alors une petite fille au fond qui lève la main et qui dit pourquoi tu n'as pas respiré ? Voilà, vous voyez la spontanéité des gamins. Voilà, et puis il y en a plein des anecdotes comme ça. Ça démontre la fraîcheur des enfants à la petite école. Une autre fois, il pleuvait dans la cour de récréation et la maîtresse dit « Juliette, tu vas rester avec moi puisqu'il pleut, tu ne vas pas pouvoir jouer dehors ».
Et une petite fille dit aussi, mais si elle va venir avec moi, parce qu'on joue à 1, 2, 3 soleil, eh ben, elle comptera avec moi. Et la maîtresse médusée dit oui, effectivement. Vous voyez, la spontanéité de l'école primaire et cette fraîcheur qu'ils ont est absolument extraordinaire. Donc ça a été réellement un révélateur, tant pour la famille d'ailleurs, que pour Juliette et ses enseignants et ses enseignantes qui ont été très, très efficaces dans la démarche, bien que peu formés bien souvent. Oui, c'est souvent ce qui revient à l'idée de on doit former les enseignants, former un handicap ou quoi. Et après, dans les milieux aussi militants, les collectifs ou quoi, il y a souvent quelque chose qui ressort de oui, après, la formation c'est bien, mais après, juste soyons juste humains l'un envers l'autre, soyons juste dans des rapports de savoir-être, de politesse, de simplicité, et demandons les choses simplement et facilement, quoi. Qu'importe finalement le type d'handicap, c'est quels sont tes besoins, comment est-ce qu'on peut y remédier et comment trouver des solutions, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que la théorie, c'est une chose, la pratique avec 30 élèves dans des classes où ça va vite, etc., c'est différent, mais j'entends. Donc ça, c'est la primaire. Ensuite, on arrive au collège. Et là, vous me disiez, quand on préparait la conférence aussi, que c'était la période un peu moins facile. Et, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est ce qu'on a ressenti. Bon, on était dans une classe Ulysse au collège. Le collège, c'est l'adolescence. Si on n'est pas, on l'a tous connu, valide comme en situation de handicap. Si on n'est pas grand, beau et fort, on ne fait pas partie de la bande, on se regarde. Donc c'est un peu particulier. Ça a été plus complexe au collège, bien qu'elle a des amis qu'elle a gardés d'ailleurs du collège. Et ça a été la partie, à mon sens, mais je parle malheureusement pas sur son contrôle, mais à mon avis, ça a été une des parties les plus complexes par rapport à la scolarité ensuite au lycée ou à l'université. Mais effectivement, le collège, en plus, il était distant de notre logement, puisqu'il était à Fabrègues, donc il fallait une organisation un petit peu particulière. André, pour toi ? Oui, c'est particulier le collège, hein. On le sait tous. Hein. D'autant plus si c'est un parent qui est handicapé, il a une visibilité. Donc, en quelque part, ça arrange, entre guillemets, les enfants qu'on ne soit pas trop visible. Et moi, ça ne m'a pas dérangé. Je l'ai compris assez vite avec Adrien. Parce qu'au départ, je suis allé le chercher au collège. Mais après, j'ai compris que c'était peut-être préférable de le laisser faire et bon voilà, et de toute façon il a dû, comme tous les enfants qui portent soit une différence qu'ils ont eux ou que c'est leurs parents qui la portent, qu'est-ce que vous dire, on est obligé de se confronter, quoi. Et donc Jean-Michel a tout dit, c'est une période délicate, hein, et pour tout le monde, et je n'ai pas grand chose à rajouter parce que super, merci. Comment est-ce que dans ce rapport-là à la parentalité, vous avez eu, alors peut-être André pour commencer, des auxiliaires de vie et pareil, quel était leur rapport avec elles, eux, le temps donné, consacré, qu'est-ce qui était de l'ordre de l'aide de moi en tant que André qui ait besoin d'une auxiliaire et de moi en tant qu'André papa, quoi. Oui, c'est vrai, c'est important. Ils ont un rôle. Moi, depuis quelques années, je fonctionne. Aujourd'hui, j'en ai 2 auxiliaires de vie. J'ai Christine et Christiane. J'ai des relations très différentes et très proches avec les 2. Elles ont, je prends l'exemple présent, mais par exemple Christine, ça fait plus de 3 ans qu'elle est avec moi, presque 4 ans je crois. Elle connaît bien Adrien et Flora. Par exemple un exemple, quand on faisait les courses, elle savait ce qu'aimait Flora, ou elle savait ce que voulait Adrien, et donc, ou alors quand arrivaient les fêtes, elle me disait André pense à prendre des œufs pour Pâques.
moi, elles ont eu vraiment un rôle où elles connaissent le fonctionnement de la famille. Alors c'est un équilibre avec les auxiliaires où il y a une juste distance à avoir, parce qu'elles interviennent dans votre vie, dans votre intime. Elles connaissent une partie de votre vie, de toute façon. Et il faut juste trouver la bonne distance. Ça ne se fait pas d'un coup, ça s'apprend, il faut communiquer, parfois il faut remettre les limites. Mais moi je trouve que globalement, ça m'a été très précieux parce que j'avais un retour d'un regard extérieur. C'était en dehors, c'était quelqu'un d'extérieur à la famille qui porte un regard et c'est quand même très 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 bien. Ça aère un peu le cercle familial et parfois, souvent d'ailleurs, je leur ai demandé des conseils, on discutait. Et en tout cas, Christine, qui est depuis longtemps dans ma vie, elle est bien impliquée. Quand elle ne pouvait pas venir, par exemple, c'est son mari après l'hôpital qui venait amener les courses. Donc, on a eu une interconnexion entre nos deux familles où il y avait une logique un peu globale au niveau de la famille. Et elle m'a dit, de toute façon, tu as intégré. On t'a intégré dans notre cercle familial. Donc après, c'est particulier le rapport à l'auxiliaire. Soit ça dépend le rapport qu'on va nouer avec l'auxiliaire. Mais moi, dans mon cas, là, en tout cas à l'heure actuelle, c'est quand même deux beaux rapports que j'ai, quoi, avec deux auxiliaires et mais je sais mettre les limites là où il faut et quand il faut. C'est nécessaire. Dans le cas qui nous intéresse, je dirais qu'à 95% du temps, ça se passe bien avec les auxiliaires de vie. Il faut dire que c'est un métier compliqué, qui rentre dans l'intime des familles, qui est mal reconnu, qui est mal rémunéré, dans lequel il n'y a pas de progression de carrière. Enfin, il faut le savoir, c'est pas non plus hyper attractif. La preuve année, c'est qu'aujourd'hui, on peine beaucoup pour en trouver. Puisque Juliette a besoin d'auxiliaire de vie 24/7 quand même, hein, donc c'est pas rien et c'est un vrai souci pour nous. Donc globalement des personnes engagées, alors tous les âges, hein, jeunes, moins jeunes, des gens qui attendent une affectation. On a tout eu, on a eu une médecin brésilienne qui attendait la validation de son diplôme, on a eu des gens qui étaient en situation de séparation, des étudiantes qui avaient pris une année pour chercher un petit peu ce qu'elles allaient faire plus tard. Et puis il y en a des beaucoup plus fidèles qui sont là depuis 6, 7, 8 ans et ça fonctionne bien. Après, c'est une véritable PME d'avoir des auxiliaires de vie. Hein. Je peux vous assurer que nous, on les déclare en CESU. Il y en a 2 pages, ça doit faire, je sais pas moi, une vingtaine de personnes. Alors effectivement, il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent. Pour le cas de Juliette, au tout début, quand elle a voulu, parce qu'elle est très indépendante, la demoiselle, elle a voulu s'installer toute seule dès lors qu'elle a eu son bac et qu'elle a attaqué ses études à Montpellier. Donc on avait une auxiliaire de vie en référente, on va dire, en salarié. Et puis Juliette, on parlait tout à l'heure de culpabilité de ne pas faire de peine. Ça se passait pas très bien au fil du temps, mais elle n'a jamais voulu nous le dire. Alors ça, c'était au début où elle était indépendante, donc on s'en est aperçu un peu trop tard. Il a fallu régler un problème, ça a été un peu douloureux pour les deux, pour l'auxiliaire de vie et pour Juliette. Et je pense qu'avec ça, elle a aussi appris que il fallait faire preuve c'est du management, enfin j'aime pas le terme, mais malheureusement c'est ça. Et on avait rencontré, je me rappelle, spontanément, une personne exceptionnelle dans la région, c'était un monsieur qui était préfet, il était myopathe, il s'appelait Parisot de Bayard. Et il nous avait rencontrés, on avait discuté de ça, des auxiliaires de vie, et il avait dit à Juliette, il avait dit, mais attention, c'est toi la patronne, hein, c'est à toi de dire ce que tu veux. Tu dois pas te laisser amener n'importe où. Il faut quand même poser. Et donc, je pense que ça, aujourd'hui, elle l'a bien compris parce que, d'abord, elle a atteint une maturité suffisante et puis, elle a le charisme pour arriver à gérer ça parce que c'est une véritable PME et une organisation complexe, même et qui vient dans l'intime de la maison en permanence. Donc, voilà un petit peu l'histoire des auxiliaires de vie, mais si vous en connaissez, on est preneur parce qu'aujourd'hui, il y a réellement pénurie et c'est bien malheureux.
Il n'y a toujours pas de questions. Vous n'osez pas prendre la parole. Allez-y, Ah, quel âge a Juliette aujourd'hui? Alors Juliette a 27 ans. C'est vrai que je ne l'ai pas décrite. Elle vit pas avec nous. Hein, elle vit pas seule non plus parce qu'elle est amoureux. Je ne le dénoncerai pas, il est présent dans la salle. Et elle a fait un brillant cursus, elle a eu son bac à mention, elle a fait du droit, elle a fait une licence à Sciences Po, un master Sciences Po, qu'elle a eu au Lamin l'année dernière. Voilà, donc vous voyez, c'est son parcours de vie et elle vit à Port-Marianne avec son amoureux. Est-ce qu'il n'y avait pas une peur parfois d'une forme de surprotection qu'il pouvait y avoir vis-à-vis du fait, en l'occurrence là, du handicap? Là, Camille a décidé de me mettre en difficulté. Je veux qu'on rentre dans le cœur du sujet. Je ne connais pas de papas qui ne sont pas protecteurs. Hein. Dans le cas de Juliette, oui. Il y en a. Oui, j'étais sûrement surprotecteur. Mais bon, c'est difficile à contrôler ce genre de choses. J'étais surprotecteur et dans une espèce de bataille contre le handicap en réalité, dans laquelle je l'avais embarqué. Ouais, on en a parlé en préparation. Et je m'occupais d'une association qui finançait la recherche médicale neurologique. Et c'était mon travail du week-end en réalité. Et puis ça m'avait pris beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. On récoltait des fonds pour une entité de recherche qui est basée au CHU de Montpellier. Et puis un jour, elle m'a dit, écoute, papa, les déplacements, les manifestations, les podiums, les machins, je suis grande maintenant, j'en ai un peu assez, j'avais aperçu ça, voilà. Donc d'une part, j'étais un peu surprotecteur, d'autre part, je devais être un peu intrusif aussi, en l'associant à des actions qu'au bout d'un moment, elle n'avait pas très envie de mener. Et je peux le comprendre. Merci Camille. Merci, c'est exactement ce dont je voulais que tu parles. Toi, André, dans une autre mesure ou pas? Sur la protection, oui, comme tous les papas, j'allais dire. Mais je vois pas, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas eu un problème par rapport à ça, quoi. Ok. Fort du sujet. Quand on préparait justement cette conférence aussi, vous me parliez du fait que votre relation, elle a vraiment évolué avec les enfants au cours justement des différents stades. Qu'en est-il maintenant d'adultes, jeunes adultes, peut-être plus pour toi André, encore ado, jeune adulte? Ah oui, là j'ai plus de choses à dire. Ah, vas-y. C'est vrai, quand tu passes de la toute petite enfance, où j'ai été énormément présent dans leur vie, j'allais chercher à l'école, les amener à leurs activités, ou quand ils ont commencé à être ados, où là ils s'éloignent progressivement, c'est là où il a fallu faire le deuil. Et puis, je le vois là récemment avec Adrien, maintenant il va faire 21 ans, et il s'associe facilement à mes projets. Par exemple, là, quand j'envoie des manuscrits là, de mes romans, Adrien, je lui ai demandé de me faire des recherches, il me les a fait, il envoie avec moi et il prend beaucoup de plaisir. Et je sais, j'ai des exemples, par exemple, on adore, avec lui, je me mets à regarder des films d'épouvante parce qu'il aime ça, donc moi, ça me fait revenir en arrière, mais c'est très bien, on partage beaucoup de choses, on partage le goût du cinéma, même si j'y vois pas. Je regarde des films, et ce qui est très rigolo, je voyais hier soir, Adrien était avec moi et il m'a décrit spontanément, il a fait de l'audiodescription. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'audiodescription, c'est une voix off qui décrit le film, le décor, les personnages. Et Adrien, comme il n'y avait pas d'audiodescription sur Netflix, il s'est mis spontanément, je ne lui ai rien demandé, je ne lui demandais jamais rien. Il m'a dit, là, papa, voilà, il y a la maison, il y a ça. J'ai trouvé ça très drôle. C'est-à-dire qu'il a intégré... d'ailleurs, il est allé voir les menus d'audiodescription.
C'est même pas moi qui en ai fait la demande. Il m'a dit, attends, je regarde papa, c'est en anglais, non, tu maîtrises pas, c'est l'anglais, c'est pas bon. Il me dit, là, j'ai un norvégien, bon, là, tu pourras pas. Mais c'était très drôle parce que ils ont vraiment intégré ce que c'est l'handicap visuel. Et c'est touchant parce que presque ils anticipent mes demandes alors que je demande rien. Et quand on travaille tous les deux, cet après-midi sur ordinateur, mon papa débranche la synthèse vocale, voilà, je vois qu'on travaille très bien ensemble et on aime beaucoup ça et j'aime beaucoup l'associer à ce que je fais. Donc pour moi c'est un grand plaisir mais tous les deux interviennent, même Flora qui a pas tout à fait 14 ans, quand elle avait moi dans les activités en vie du tout, même sans que je lui demande, ils font. C'est ça qui est extraordinaire. Moi je suis épaté même des années après de voir la spontanéité de l'enfant. On dit toujours que c'est nous qu'on leur fait un poids, le reproche que j'ai entendu. Oui, mais vous ne l'aurez pas vu un poids avec l'handicap. Moi, j'ai essayé en tout cas de soulager au maximum. Et il y a des choses qu'ils ont fait spontanément, il ne faut pas croire. Eux-mêmes, ils ont plaisir à faire des choses. Quand on ne leur fait pas peser, je précise. Si ça se fait naturellement, c'est extraordinaire comme ils sont volontaires et qu'ils vont se proposer. Après, quand ils veulent pas, ils veulent pas. Mais moi, j'ai cette chance-là, je le vois avec Adrien qui a 21 ans, maintenant de pouvoir faire concrètement des activités ensemble, quoi. Ça, c'est vraiment agréable. Je ne l'ai pas converti au sport parce qu'il est moins sportif que moi. Il va pas nager avec toi. Non, j'aimerais. Hein. Ouais. J'aimerais, mais pas il ne veut pas. Ok. Pour toi, Jean-Michel ? La question était relative aux activités non, plutôt... ça peut, mais plutôt au fait que tes enfants sont devenus adultes. Alors oui, ça nous a bien fait sentir qu'elle est devenue adulte, puisque dès qu'elle a passé le bac, elle a voulu s'installer. Moi, ça m'a fait un drôle d'effet, parce que surprotecteur. Sa mère, alors ça l'a complètement déstabilisée, parce que c'était son astre, elle tournait autour d'elle. Donc ça a été effectivement quelque chose de complexe. D'autant qu'un peu avant ça, à l'âge de l'adolescence, elle avait décidé de partir 15 jours toute seule avec un groupe en Corse. Oui, donc pour montrer qu'elle était autonome, indépendante. Enfin bon, sky is the limit, comme on dit en anglais. Et, à peine, parce qu'au final, elle a fait du parapente aussi. Ah oui. Non mais j'étais contre. Hein. J'étais contre le parapente. Elle a fait plusieurs fois du parapente. Je voulais pas. Mais apparemment, j'ai plus un droit de veto, donc il faut s'adapter. Mais c'est une sorte de provocation, et t'as mieux, mais ouais, si elle peut faire moins de parapente, ça m'arrangerait aussi quand même. C'est parce que t'en as jamais fait, ça. C'est génial. Et peut-être, tu nous as pas trop parlé, mais de leur relation aussi entre sœurs. Oui, effectivement, là, au niveau de la fratrie, enfin, je sais que pour en avoir parlé avec beaucoup de familles, c'est complexe à gérer dans l'enfance, hein, pour la fratrie. Sa grande sœur, effectivement, dans son jeune âge, se posait des questions, ce qui est bien légitime. Aujourd'hui, elles vivent une harmonie totale, puisque sa grande sœur a 2 petits garçons, donc Juliette est Tata, elle est Tata Gâteau d'ailleurs, mais voilà, il y a une harmonie, elles vivent à proximité, pas très loin l'une de l'autre. Elles ont 8 ans d'écart, hein, donc c'est quand même assez important. Mais pour autant, voilà, je dirais qu'elles se conduisent comme 2 sœurs, c'est-à-dire il leur arrive régulièrement de ne pas être d'accord. Quand elles étaient petites, elles s'engueulaient. Tout était normal, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des parents qui ont envie d'avoir des enfants et qui apprennent, qui ont un diagnostic de handicap? Et donc avec toutes, alors peut-être toi Jean-Michel, et puis ensuite toi André, donc avec toute la vision et la représentation du handicap dans la société que ça implique, de vous là à l'instant T, avec tout ce vécu et cette expérience et ce rapport au handicap, ce rapport à la parentalité, qu'est-ce que vous leur diriez à ces parents-là? Alors ça, c'est une question plus que difficile.
Qu'est-ce qu'on dirait des parents de toute façon, malheureusement, je pense que dans le cas que tu cites, Camille, c'est une fatalité. Donc le conseil, c'est quoi ? C'est de tenir la barre, hein, comme on dit en termes marins, et puis de faire face. Parce qu'il y a... C'est pas une fin, au contraire, c'est un début, même si c'est complexe. Et ça peut être source aussi, je ne veux pas tomber dans le positivisme, mais c'est source de satisfaction. Les enfants ont une résilience assez exceptionnelle de ce point de vue. Et je l'ai constaté, pas qu'avec Juliette d'ailleurs, puisque je le vois régulièrement auprès d'autres enfants en situation de handicap. Il y a une résilience et ça apporte à l'entourage. Voilà. Même si quelquefois il y a des zones de doute, même si quelquefois c'est complexe, c'est difficile, je crois que il faut faire face à ce genre de choses avec du courage et de la pugnacité. Parce que ces enfants en ont, donc on doit s'inspirer du modèle aussi. Et je veux dire qu'on en a parlé en préparation. Ça m'a appris la pugnacité dans l'exercice de tout ce que je faisais, notamment de mon métier aussi. Et j'ennuyais quelquefois les gens parce que je travaillais beaucoup en me disant j'ai pas le droit de me plaindre moi au regard de ce que vit ma fille, de ce qu'elle fait. Et voilà, donc on essaie de positiver au maximum. Ouais, il ne s'agit pas forcément de tomber dans du positivisme en essayant aussi d'édulcorer tout le vécu, mais je crois que le handicap, il amène aussi un autre rapport à la vie, au monde, aux autres, et je crois que c'est ce qu'on oublie quand même très fortement quand on le considère dans la société. On parle de compensation du handicap, on parle d'un point de vue limitant. Le handicap, c'est toujours quelque chose qui est limitant par rapport à une société, par rapport au fait de vivre, au fait de faire des choses, au fait d'agir. Et oui, il y a une réalité on vit, on évolue dans un monde de faits par et pour des personnes qui sont valides, dans un monde validiste. Mais l'idée, et en tout cas, c'est ce qu'on s'efforce d'amener avec les conférences, avec les échanges, avec les témoignages, c'est de trouver aussi autre chose, quoi. Il y a aussi un autre rapport au monde, à la vie, à la société. Et quand on arrive dans cette autre dimension, d'une certaine manière, il y a quelque chose d'autre, quoi. Je te vois acquiescer, André. Oui. Oui, tu me fais réfléchir parce que le jour où, au fond, tu assumes pleinement ce positionnement, parce que tu portes cet handicap dans ta chair, dans ton corps, faut pas l'oublier, c'est pas une illusion de l'esprit, c'est quelque chose qui est concret quand même. C'est comme tu dis, moi je me souviens, ça a commencé à 25 ans, ça transcende ton questionnement. D'un coup, toutes les questions sont déplacées. Et moi, ça les a tellement déplacées pendant des années que maintenant je suis parti ailleurs. Moi, j'allais dire que le pivot de ma réflexion maintenant, c'est plutôt que la normalité et la différence. Moi, quand j'étais jeune, comme tout le monde, on grandit avec des paramétrages où on nous donne une certaine vision de ce qu'est un être humain. Je pense que c'est intéressant de tout déconstruire. Et quand tu as un handicap et que tu vis des choses très dures, parce qu'on en vit, il ne faut pas l'édulcorer, ça va faire exploser toutes les représentations qu'on peut avoir. Et quand tu as déconstruit, c'est là que c'est intéressant parce que tu vas commencer à construire quelque chose de très différent, qui n'a rien à voir avec le discours social, j'insiste, mais qui va être une réponse personnelle que tu vas donner toi, en tant qu'individu, dans ta réalité de personne handicapée. Et on parlait par rapport à la parentalité, ça a été une question de choix. Qu'est-ce que moi je dirais aux parents handicapés ? Un seul mot, pas un positivisme comme ça, échevelé qui ne voudrait rien dire, mais plutôt le mot confiance. C'est-à-dire faites-vous confiance. Si vous estimez que pour vous c'est important, faites-le, assumez-le. De toute façon, ça va vous transformer. Vous ne serez plus les mêmes.
Et au-delà des difficultés, vous allez être enrichi. C'est ça qui est intéressant. Et là, vous allez déconstruire aussi tout le rapport à ce que devrait être un parent. Et c'est pour ça que je hochais la tête à ce que tu disais, parce que moi, ce questionnement m'a percuté très jeune. Et aujourd'hui, je suis ailleurs. Je suis parti avec ces... Et pour moi, un être humain, il faudrait le regarder dans sa différence. Et non pas dans la similitude ou la gémilité. Ça n'a pas de sens pour moi. Ouais, et puis dans le prisme de la norme et qu'est-ce qui dévie de la norme, quoi. Donc pas du tout... déconstruire l'idée même d'une norme, en fait. Oui. Oui, moi je pense qu'on est des individus mosaïques. Nous-mêmes, déjà, on est des complexités. Et derrière ce morcellement, et l'handicap aussi imprime quelque chose en nous, qu'on ne le veuille pas. Quand par exemple on a une maladie génétique, déjà notre code génétique a imprimé quelque chose dans notre corps. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que c'est pas que des manques, c'est aussi, je dirais que le corps va s'adapter et va compenser et va créer autre chose. Parce que souvent on voit l'handicap par la négative, on ne voit pas tout ce que l'individu va construire et va mettre en œuvre et élaborer des stratégies et même guérir en quelque part des choses en soi. C'est des processus. Je pense qu'on est des individus complexes et souvent on essaie de... Parce que par commodité, l'être humain met des normes, je le répète, mais quand la norme vole en éclats, c'est intéressant parce que là, on voit vraiment la fleur de la vie, ce que c'est vraiment la vie, c'est de la mosaïque. Et derrière cette mosaïque, il y a une unité. Et c'est que là, on se retrouve. J'ai écouté avec attention. Moi, on parle de Dear Valid People. Dans Dear Valid People, il y a valide. Dans la parole du valide. Moi, je suis parti de zéro. En fait, j'évoque un souvenir là. J'étais au lycée, je devais avoir 15-16 ans, et je me souviens qu'il y avait une jeune fille que je croisais souvent le matin en rentrant au lycée, qui avait 2 béquilles, et je ne savais pas aller lui parler, alors qu'on rentrait en même temps, et je savais, c'était moi l'handicapé en fait. Je ne savais pas aller vers elle. Ben, ce que le handicap a changé, enfin ma meilleure connaissance du handicap, c'est que maintenant j'ai cassé ce tabou, et je crois que j'ai beaucoup plus de spontanéité. Je ne fais pas de distinguo si une personne est non-voyante ou en situation de handicap ou en fauteuil. Je vais lui parler si je propose mon aide sans être insistant. Mais j'ai plus cette forme de handicap que j'avais moi, à pas aller vers une personne handicapée quand j'avais 16 ans. Voilà. Donc je plaide coupable de ce point de vue, et je crois que c'est le cas de beaucoup de valides, entre guillemets. Ouais, complètement. Puis quand après on est confronté au handicap, les choses changent drastiquement. Ça me fait vraiment penser à cette bande dessinée dont je vous avais sûrement parlé quand on préparait l'émission, qui s'appelle Ce n'est pas toi que j'attendais, de Fabien Toulmé. Et où, pareil, il parle de son rapport à la paternité, à la parentalité, en ayant eu une enfant qui a une trisomie 21. Et c'est génial, il y a cette BD, cette vignette là, à un moment donné où il repense justement à ses souvenirs, où il est pareil, il y avait un enfant trisomique vers chez lui, et où il était confronté à quelque chose de l'ordre de la peur, de la différence, de quelque chose où il ne savait pas comment aborder, il n'osait pas, il y avait tout plein d'adjectifs à mettre derrière, mais et c'est ça qu'il avait appris aussi, le fait d'avoir une enfant trisomique. Donc très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour conclure cette conférence? Moi, j'aimerais juste raconter un souvenir. Oui. Parce que je reviens aux enfants et au mot confiance, ce qu'on pourrait dire aux parents. Je me souviens, moi, je crois que j'ai Flora dans un porte-bébé. On est à Porquerolles, je marche sur une crête. Donc il y a la falaise d'un côté, et de l'autre, j'ai un bâton et je descends cette crête. Il y a Adrien qui est à côté de moi. Et des années après, je me dis, j'ai fait ça avec les enfants. C'est que si j'avais eu peur tout le temps, j'ai même fait, je crois, du VTT avec Adrien sur les crêtes de Porquerolles, et il m'a dit,
J'ai une anecdote, heureusement que je ne l'ai pas vue, moi. Je suis tombé dans un arbre. Il y avait juste la falaise derrière. C'était le seul arbre qu'il y avait sur le chemin. Et j'ai su cette histoire il y a 2 ans, quand Adrien m'a dit « Papa, j'ai cru que tu allais mourir ». Vous voyez, c'est un beau résumé. Il faut une dose d'inconscience, une dose d'audace, et même s'il n'y a pas de risque zéro, mais qu'est-ce que ça en vaut la chandelle. Voilà, je veux dire, donc c'est ça qui est beau. Pour moi, c'est ça qui est beau. Et pourtant, cet exemple-là résume bien que c'est tout ça en même temps, mais c'est beau à la fin. Je peux ? Bien sûr. Alors, moi, il est rare que j'ai pas un coup de gueule quand même, dans quel que soit le contexte. J'ai envie, là. Non, mais j'admire le travail de Valid People, et c'est pas de ça que je veux parler, c'est de quelque chose de très matériel. Camille est arrivée avec un fauteuil, vous voyez, électrique, relativement léger. Ma fille a un fauteuil qu'on a changé il y a 6 ans, qui a coûté 42 000 €. Parce que c'est une assise particulière, parce qu'elle a des mouvements non maîtrisés, etc. etc. Donc, sur ces 42 000 €, après avoir fait le tour des mutuelles, des caisses de retraite, etc., etc., on a à peu près pu financer la moitié, l'autre moitié restant à la charge des parents. Récemment, il a été annoncé avec beaucoup de brio par notre président de la République la prise en charge intégrale des fauteuils électriques. J'étais content. Après en avoir discuté avec l'ergothérapeute et le personnel des fournisseurs, ils ont rigolé jaune, mais ils ont dit non, ne rêve pas, c'est pas du tout ça. Ce qui est remboursé, c'est le fauteuil minimum. C'est celui qui n'a pas besoin d'adaptation, c'est celui qui vraiment... C'est un peu comme vos lunettes avec la sécurité sociale. Hein, voilà. Donc oui, je crois qu'on a le droit de dire que là, sur ce genre de sujet, il faut être clair, il ne faut pas jouer avec ça, et c'est de la mauvaise démagogie, et je ne suis pas du tout content de ces effets d'annonce qui ne servent pas ceux qui les font. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Le message est passé. Nous saurons le transférer aux instances gouvernantes. Bien sûr, Dear Valid People est en lien quotidiennement avec. Merci, le message est passé. Merci beaucoup à vous deux pour votre présence ce soir, pour la qualité, la richesse, la profondeur de ces témoignages, de ces expériences. C'est très enrichissant à entendre, et c'est intéressant, je crois. Est-ce que c'est intéressant ? Merci en tout cas à vous deux, et merci à vous d'avoir été présents ce soir. Vous pouvez nous retrouver le mois prochain, donc le mardi 14 mai à 18h, toujours à la Gazette Café, ici même. Et cette fois, on parlera communication et élocution. Communication, élocution, handicap, avec pareil, un invité, une personne concernée. Voilà, vous êtes les bienvenus, et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous soutenir également, donner, adhérer à l'association. On a une page LOSO. Voilà, vous tapez Dear Valid People en anglais sur Internet, et vous nous retrouverez facilement. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Camille.